Je pense qu'on va pouvoir commencer et donc Christine, je te laisse la parole. C'est toi qui démarre. Ça marche. Eh ben, du coup, bonjour à tous et toutes. Et donc aujourd'hui, en fait, Énergie du Pays de Rennes et Cyrène, donc la coopérative citoyenne de l'énergie, voulait faire un petit focus sur le projet de l'Aillé. Donc l'Aillé, situé au sud de Rennes et dans Rennes Métropole. Alors, du coup, je laisse juste Michel passer sur la bonne slide. Donc, sur le projet de l'Aillé, en fait, avec la mairie de l'Aillé, a été repéré en fait le bâtiment du point 21 pour installer des panneaux solaires. Donc, ce bâtiment qui est situé sur l'axe principal de l'Aillé est aussi un point de rencontre de nombreuses associations de la commune. Donc sur lequel il serait possible d'installer, on va installer 100 panneaux solaires, ce qui représente en fait 33 kilowatts crête. Donc ça, c'est la production maximale euh, que les panneaux peuvent produire quand ils sont exposés au soleil. Donc, pour installer ces 100 panneaux solaires sur le point 21, en fait, le coût des panneaux plus de l'onduleur, c'est 36 000 euros. Après, on a d'autres frais qui sont les bureaux de contrôle, c'est estimé à 2 000 euros. Et bien sûr, on va se raccorder au réseau. Donc là, c'est Enedis qui va nous facturer des frais et on estime ça à environ 1 800 euros. Donc au total, en fait, pour installer les panneaux solaires sur le point 21, ça coûte 47 760 euros TTC. Donc la production en fait des panneaux solaires, elle varie, comme vous en doutez. Alors vous avez un petit graphique au milieu en bas qui représente la production des panneaux solaires en fonction des mois. Donc, comme vous vous en doutez, c'est au mois de juin qu'on en produit le plus. Et les panneaux solaires, en fait, donc, qui seront installés sur le toit du point 21, produiront annuellement environ 35 000 kWh. Donc ça, ce chiffre-là, il est obtenu par rapport au taux d'ensoleillement qu'on a à l'Aillé, enfin voilà, en Ille-et-Vilaine. Et donc aujourd'hui, 1 kWh, c'est donc la production en fait de 3 panneaux solaires, enfin de 3 mètres carrés de panneaux solaires pendant une journée. Et ça représente une demi-heure de sèche-cheveux, 5 heures de télévision, 5 kilomètres pour une voiture. Et donc en fait, en installant les 100 panneaux solaires sur le point 21, ça nous permet d'éviter 30 tonnes, la consommation de 30 tonnes de CO2. Donc ce qui est déjà important pour l'environnement. Et comme on est sur moins de 36 kWh, enfin notre production annuelle, on a un prix de vente qui est défini à 12 centimes. Donc la vente en fait à EDF de l'électricité produite par les panneaux solaires est estimée à 4 200 euros. Donc à l'année, on gagnerait 4 200 euros. Sachant qu'au niveau des dépenses, on aura l'allocation de la toiture qui est à 84,50 €. On a aussi les frais d'exploitation, donc la location du compteur EDF, les assurances, la maintenance. Donc ça fait environ 1 200 euros. On a aussi tout ce qui est frais fixes de la société coopérative Cyrène, puisqu'il faudra faire la comptabilité, payer tout ce qui est impôts, etc. Donc ça, on a estimé ça à 480 euros par an. Et on a
choisi de faire un amortissement des panneaux solaires sur 20 ans, ce qui fait qu'on compte 1 990 € par an. Donc, au total, sur une année, avec la production d'électricité par les panneaux solaires du point 21, on gagnera 445 000 €, soit environ 1% de l'investissement initial. Mmh. Du coup, par rapport au fonctionnement entre Sirène, la mairie de l'Allier, donc la mairie de l'Allier qui, du coup, met à disposition la toiture, donc est moteur aussi avec les agents municipaux qui sont venus voir la toiture, enfin étudier les possibilités, et cetera. Donc, enfin voilà, sont dans cette dynamique-là, ils mettent à disposition la toiture. Ils vont aussi, quand la production sera mise en place, indiquer sur leur site internet la production d'électricité faite par les panneaux. Et du coup, Sirène, pour mettre en place ces panneaux, va organiser l'exécution du chantier, va organiser le financement, l'installation, l'exploitation. Donc, va tout organiser et mettre à disposition les données de production. Donc, on a dit que ça représentait un coût total d'environ 40 000 €. Donc, on va financer en fait la moitié avec des fonds propres apportés par les citoyens. Donc, on attend en fait 20 000 € apportés par les citoyens. Donc, on espère avoir un maximum de citoyens de l'Allier. Et l'objectif étant de mutualiser aussi avec d'autres citoyens de la région rennaise, adhérents et actionnaires pardon, de Sirène. Et pour pouvoir rendre le projet viable et faire de nouveaux projets, il y a aussi une partie d'emprunt bancaire, donc la moitié du projet. Donc je vais passer la parole à Vincent, c'est ça? Oui, tout à fait. J'étais juste en train de couper mon micro, de remettre, pardon, mon micro. Et donc, effectivement, je vais vous parler un peu plus en détail de la coopérative Sirène. Donc, c'est une émanation d'un collectif de citoyens qui ont mis ensemble qui étaient avec comme moteur un certain nombre de motivations, de partager une certaine vision du développement des énergies renouvelables sur le territoire de Rennes et des alentours, en partant d'un constat, c'est que l'énergie solaire, elle est disponible pour tout le monde et partout, et y compris en Bretagne. On a du soleil aussi en Bretagne, avec un ensoleillement qui n'est pas négligeable, même si on n'est pas au même niveau que ce qu'on peut. On peut toujours trouver mieux ailleurs et notamment plus au sud. Mais il y a déjà des centrales photovoltaïques qui fonctionnent en Bretagne et qui produisent, notamment pas très loin de l'Allier, à Bru. Il y a la coopérative La Cisère qui a installé une centrale autour de 25 kW crête et qui produit chaque année un peu plus de 25-26 000 kWh. Donc, c'est tout à fait possible et c'est du coup un moyen d'avoir des sources de production d'énergie, d'électricité renouvelable vraiment au plus près dans notre territoire. Ça part également d'une envie de se dire qu'on a tous une place à prendre, une part de responsabilité aussi. On est consommateur d'énergie et donc on a besoin aussi de participer. On a envie de participer à comment on peut élaborer et fournir cette énergie. Par ailleurs,
il y a également une motivation qui est que cette énergie, c'est quelque chose qui doit être accessible et disponible pour tout le monde. Donc, c'est une notion de bien commun. Et donc, ça, on retraduit aussi dans l'organisation et le fonctionnement de la coopérative, qui n'est pas faite pour pouvoir spéculer. On pourra y revenir un petit peu après. Et il faut aussi savoir que pour produire de l'énergie, on est sur des investissements sur des temps très longs. On parlait tout à l'heure de 20 ans. Effectivement, c'est pas quelque chose qui va changer très vite. Et donc, il faut mobiliser, c'est vrai, il faut mobiliser pas mal de fonds pour pouvoir mener à bien ces projets de production d'énergie. On peut passer plus concrètement à ce que c'est Sirène. Christine l'expliquait tout à l'heure. Sirène, c'est parti d'un acronyme, citoyenne rennaise de l'énergie. En même temps, c'est un mélange avec énergie renouvelable. Mais c'est pas que à Rennes, c'est sur l'ensemble du pays de Rennes. Et en tout cas, partout où il peut y avoir des habitants qui ont envie de développer des productions d'énergie renouvelable en pouvant s'y associer. C'est juridiquement plus exactement, c'est une SAS, une société par action simplifiée, qui est de forme coopérative, c'est-à-dire que chaque actionnaire, chaque personne qui prend des parts a la même voix et le même poids dans les décisions de l'assemblée collective. Et cette coopérative, elle a été construite pour pouvoir collecter des fonds de la part des citoyens et de tous les actionnaires qui veulent s'engager dans ce projet, et pour pouvoir mener à bien des investissements et acheter et exploiter des centrales de production d'énergie renouvelable. Et en l'occurrence, sur l'Allier, c'est un projet de centrale photovoltaïque sur lequel on s'intéresse. Et pour que ça fonctionne, on ne peut pas se contenter d'une centrale 36 kW comme on prévoit à l'Allier, il faut qu'on puisse en développer d'autres. Et donc, on a également en projet une centrale photovoltaïque à Saint-Jacques. On en reparlera dans un autre webinaire d'ailleurs. Et puis, on est également aussi en discussion avancée avec la ville de Rennes pour installer aussi des centrales photovoltaïques sur des bâtiments de la collectivité. Et enfin, on a développé un projet qu'on a nommé Éclair, d'autoconsommation collective. On pourra y revenir en détail un petit peu plus après. Mais c'est pour traduire que on a plusieurs projets que l'on mène en parallèle. Et donc, les fonds qui sont collectés vont servir à réaliser ces différents projets. Et donc, pour collecter tous ces fonds, en fait, c'est un collège. Il y a plusieurs collèges, plusieurs regroupements de personnes qui peuvent devenir actionnaires. Et donc, on a un collège pour les citoyens, comme n'importe quel particulier peut souscrire à des actions de la coopérative. Il y a un collège qui est prévu pour les salariés, mais qui n'est pas pourvu pour le moment, parce que Sirène ne fonctionne que sur du bénévolat, en tout cas à l'heure actuelle. Hein. On en est au démarrage, hein, de toute façon. Il y a également un collège pour les associations de transition énergétique, dans lequel Énergie du Pays de Rennes a pris part, qui est une façon de porter l'éthique de l'objet social de la coopérative. Et enfin, il y a un quatrième collège pour tout ce qui est toutes les personnes morales, selon les termes qu'on adopte, et donc pour les collectivités et les entreprises. Et donc, c'est là qu'on va retrouver Énergie, qui est déjà actionnaire, et Bretagne Capital Solidaire. Alors, Bretagne Capital Solidaire, c'est une société de capital risque solidaire implantée en Bretagne, qui soutient le développement de projets avec un volet solidaire fort
pour développer de l'activité et de l'emploi sur la Bretagne. Et Energive, c'est une société d'économie mixte qui est issue de l'ensemble des collectivités du département d'Ille-et-Vilaine et qui réalise des investissements dans différentes installations de production d'énergie renouvelable ou en tout cas sur la transition énergétique sur le territoire du département. Voilà pour exposer le décor dans lequel s'implante la coopérative Sirène. Alors peut-être avant d'aller plus loin, Vincent, je crois que Patrice a déjà des questions qui lui sont arrivées. Donc peut-être Patrice, tu peux nous relayer les premières questions. Oui, j'ai eu deux questions qui concernent le financement du projet de l'AIE. La première question, c'est pourquoi un amortissement et pourquoi sur 20 ans? Et puis la deuxième question, c'est pourquoi seulement 50% d'emprunt bancaire? Alors l'amortissement je peux peut-être répondre. Oui, L'amortissement est prévu sur 20 ans parce qu'en fait, déjà, on va avoir un contrat pour vendre la production à un tarif qui est garanti sur 20 ans. Donc, on peut se permettre d'amortir les investissements sur une période de 20 ans. Par ailleurs, ça c'est l'installateur qui nous garantit que le matériel, les panneaux, peuvent produire et conserver et être à plus de 85% du nominal jusqu'à 25 ans. Donc c'est du matériel qui a une durée de vie très longue et qui permet dès lors de pouvoir se projeter sur une période de 20 ans. Peut-être on peut aussi rappeler, oui, Vincent, par rapport à cet amortissement, que l'investissement est fait sur les panneaux solaires, c'est donc le capital de l'entreprise. Il est important qu'à la fin de la durée de vie des panneaux solaires et à la fin de la concession avec la ville, le capital soit préservé et n'est pas fondu au soleil. Oui, c'est ça. Donc, en fait, la mise en amortissement permet en fait, c'est une façon de provisionner, de ponctionner sur les revenus de l'exploitation. C'est-à-dire ça, c'est de l'argent qu'on doit garder de côté pour soit démanteler, renouveler plutôt le matériel, ou alors pour pouvoir restituer les fonds qui avaient été mobilisés au départ sous forme de capital. Alors, et l'autre question concernait la proportion d'emprunt bancaire. Oui, c'est un peu une hypothèse que l'on fait. À ce stade, vu les fonds que Sirène a déjà pu collecter, on peut prendre cette hypothèse de dire 50% d'emprunt bancaire et 50% de fonds propres. On veut aussi que on pourrait choisir d'emprunter davantage et de mobiliser moins de fonds propres. C'est également en fonction de la réussite, ou en tout cas le volume de collecte de la part des habitants de l'Aillé et à proximité, qui donnera aussi un indicateur pour le conseil de gestion, qui sera l'organe qui va décider au moment de signer l'emprunt quel montant on prend. Mais on peut placer le curseur aussi en disant qu'on veut donner un maximum de place aux habitants, que ce soit bien l'argent des citoyens, des habitants, qui servent à réaliser l'investissement, plutôt que l'argent de la banque dont on connaît beaucoup moins la provenance. Est-ce que c'est l'argent qui a auparavant servi qui vient de fonds de pension qui ont d'autres éthiques ou enfin j'exagère, hein, mais en tout cas, on ne sait pas d'où vient cet argent, alors que l'argent qui vient des citoyens, c'est de l'argent, c'est vraiment du circuit court, on est en local. Et donc, ça répond aussi à une ambition
vraiment d'engagement et de présence des citoyens vraiment au cœur du projet. J'ai deux autres questions. Donc, Gaëlla, tu m'arrêtes en fonction du temps disponible. D'accord. Donc, il y a une question qui concerne les statuts de sirènes et c'est Henri qui a noté que la SAS Sirène est en fait une SCIC. Alors là, je dépasse mon seuil de compétence. Vincent, tu vas pouvoir répondre à cette question. Non, les statuts ne précisent pas que c'est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Ça en a toutes les caractéristiques, effectivement, mais ça n'est pas une SIC. Et ça, mais on va peut-être revenir un petit peu, je crois que c'est la planche suivante, où on va rentrer un petit peu aussi en détail sur la façon dont fonctionne la coopérative. Ok, on garde ça pour la suite alors. Et là, l'autre question, c'est pourra le réaborder. Le coût du démantèlement en fin d'exploitation, puisqu'on a parlé d'amortissement et de la fin au bout de 20 ans, est-ce qu'on connaît le coût aujourd'hui de désinstallation des panneaux? Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que le recyclage des panneaux est déjà prévu dès l'acquisition, puisque ça, c'est un engagement qui est pris également par l'installateur, puisque l'installateur adhère au réseau national PV Cycle, qui est là pour collecter et recycler les panneaux solaires. Ensuite, alors oui, il y a une provision qui est faite pour le démantèlement, tout comme pour l'entretien de l'installation. Mais à ce stade, on est surtout à se dire que au bout de 20 ans, la centrale va continuer à produire, et donc il sera surtout important de continuer à profiter des kilowattheures qui pourront être produits et injectés sur le réseau local d'électricité. Michel, tu as peut-être des précisions que tu voudrais apporter. N'hésite pas à m'interrompre dans ce cas. Mais voilà, j'espère que ça répond. Juste peut-être de rajouter que l'amortissement, effectivement, juste préciser au niveau de l'amortissement, donc ça représente effectivement 1 990 € par an, hein, tel qu'il est prévu. Donc ça représente à peu près 40 000 €, donc c'est le capital investi au départ, en sachant qu'une partie de ce capital aura déjà été remboursée quelque part, puisqu'on est sur 20% on est sur 50%, 50% hein, de fonds propres et 50% d'emprunts. Donc effectivement, il y a des sommes, mais qui seront bien moins importantes que cela, qui permettront le démantèlement, en sachant que le démantèlement, c'est enlever les panneaux du toit, et en sachant aussi qu'on est en surimposition. Donc on n'est pas sur de l'intégration complète au bâti, qui ne nécessite pas donc de refaire un toit d'ardoise complet sur la partie qui va être enlevée. Donc on n'est pas dans les mêmes coûts que de la remise en état d'une centrale solaire qui est totalement intégrée au bâti. On peut ajouter, Michel, à ce que tu dis, que le démantèlement de la centrale dépendra aussi du choix de la collectivité, puisque dans la convention d'occupation du toit, il a été prévu que la collectivité peut choisir de laisser la centrale en fonctionnement et donc d'être le nouveau propriétaire de cette centrale. Et ça permet à la collectivité, avec la durée de vie actuelle des panneaux, de pouvoir poursuivre la production en l'état. Et ces négociations-là sont prévues dans les conventions avec les collectivités. Elles ne sont pas décidées 20 ans à l'avance de façon ferme et définitive, c'est-à-dire que dans la convention, on laisse des portes ouvertes à plusieurs choix en mettant toujours un choix privilégié. Mais ça nous permet ensemble de voir ce qui sera le mieux lorsque on aura fait 20 années de production. Ouais, et je rajouterai juste donc le choix qui sera pris, donc quand on arrivera au bout de ces conventions-là, il est toujours, c'est un peu comme ça que fonctionnent les modèles d'investissement citoyen, il est toujours au choix et à l'initiative du propriétaire du bâtiment, donc ici en l'occurrence la collectivité,
c'est la collectivité qui décidera, soit si elle décide de récupérer finalement la centrale qui, on le sait, va continuer à produire. Les panneaux sont garantis 25 ans, avec 80% de rendement encore à 25 ans. Ça, c'est la garantie de construction. Et on voit que des panneaux aujourd'hui, même jusqu'à 30 ans, fonctionnent encore, 35 ans aussi. Même s'ils ont une production moindre, ils n'ont plus aucun coût. Donc la collectivité décidera peut-être effectivement de continuer à produire, de les passer en autoconsommation. Peut-être que voilà, il y aura des nouveaux systèmes qui permettront de le consommer directement dans le bâtiment. Tout ça sera décidé à l'initiative des élus qui seront en place à cette époque-là. Vincent, si tu veux bien, on va continuer la présentation. J'ai bien noté, Henri, qu'il y a une autre question. On va la prendre juste après parce qu'il y aura une partie des réponses à ta question dans la suite de la présentation. Et donc, la suite, c'est le fonctionnement de Sirène. Donc, Sirène, c'est une SAS à capital variable qui permet de faciliter l'entrée et la sortie d'actionnaires, et notamment pour pouvoir continuer à accueillir de nouveaux collectifs d'habitants au fur et à mesure qu'il y aura d'autres projets que l'on pourra rajouter à la liste de la coopérative. Et le capital est découpé en actions. L'unité, c'est 50 €. Donc, on peut souscrire une action, on peut souscrire 2 actions, voilà, un multiple de 50 € sans aucun souci. Elle a démarré au 25 avril 2019 avec un capital initial de 26 500 €, donc qui sera le capital minimal qu'il faudra qu'on respecte. Et à ce jour, on est à alors 52 450, c'était il y a quelques temps déjà. On est à pratiquement 65 000, 70 000 €, pas loin, de capital déjà mobilisé. Et puis, dans le fonctionnement, une chose importante, c'est que les droits de vote en assemblée suivent la règle une personne égale une voix. C'est-à-dire que l'on ait souscrit une action, 10 actions ou 1000 actions, on a tous le même poids dans la décision collective de l'Assemblée. L'Assemblée élit un groupe de représentants au sein du conseil de gestion, qui est l'organe qui fait vivre la coopérative, disons, au quotidien. Ensuite, dans les règles également qui régissent cette coopérative, on a demandé et obtenu un agrément ESUS, un agrément délivré par l'État d'entreprise solidaire et d'utilité sociale. Donc, c'est la loi sur l'économie sociale et solidaire de 2014 qui décrit comment sont caractérisées les entreprises de l'ESS. Et donc, ça implique, et c'est ce qu'on a écrit dans les statuts, que les bénéfices qui sont dégagés par le fonctionnement de la société, de la coopérative, à 50% doivent être conservés dans l'entreprise. C'est-à-dire que la part distribuable sous forme de dividendes est limitée à 50% du résultat net. Par ailleurs, le rendement du capital est plafonné à 3%. Ensuite, il y a interdiction à pouvoir être coté sur un marché. Mais bon, on en est très très loin à ce stade, la question ne se pose pas du tout. Et il y a des règles sur le montant des salaires pour les salariés qu'on espère pouvoir accueillir un jour, où il y a un salaire maximum qui est défini en pourcentage par rapport au SMIC. Et puis, il y a également un ratio à respecter entre le salaire le plus faible et le salaire le plus élevé au sein de la coopérative. Voilà, c'est une façon de montrer que c'est une entreprise qui respecte des règles démocratiques dans son fonctionnement
et qui est à lucrativité limitée. Et puis également, il y a un objet social qui doit être respecté, mais en l'occurrence, avec un objet social qui est de produire de l'énergie renouvelable pour le territoire, on rentre complètement dans les clous de l'objet d'utilité sociale qui est demandé par cet agrément ESUS. Voilà brossé de façon synthétique l'ensemble du fonctionnement de la coopérative dans sa structure. Et donc, on peut aller plus loin, je crois. Est-ce que c'était moi Oui, qui tu peux nous parler continuais? des 3 projets en cours et ce qui répondra à la question de Henri qui se demande si c'est la même structure qui finance les 4 projets qui ont été vus au début, c'est-à-dire les 3 projets que tu viens nous présenter là en revente totale, puis le projet Éclair. D'accord. Et donc, effectivement, le projet de centrale photovoltaïque à l'Aillé n'est pas le seul qui est dans les cartons de la coopérative Sirène. En fait, on en a 3 similaires. Un à Rennes, un deuxième à Saint-Jacques-de-la-Lande et le point 21 à l'Aillé. On est sur des objectifs d'installation de 36 kW crête. C'est parce que il y a un certain nombre de seuils, notamment sur le prix de vente de l'électricité, parce que dans ces 3 projets, on va signer un contrat de vente de l'électricité auprès d'un acheteur obligé à un prix qui va nous être garanti pendant 20 ans à environ 12 centimes le kilowattheure. Et parce qu'au-delà de 36 kW, dans la tranche 36 à 100 kW, c'est un autre tarif de rachat qui peut nous être garanti. Et au-delà de 100 kW, c'est participation à un appel d'offres national de la Commission de régulation de l'énergie. Et donc, ce contrat où on va vendre l'électricité, en fait, on injecte la totalité de la production de chacune des 3 centrales sur le réseau public. Donc, c'est le réseau Enedis en basse tension sur lequel on va se raccorder. Et toute la production qui va être mesurée, on va pouvoir émettre une facture à ce tarif de 12 centimes le kilowattheure. Que dire de plus? Donc, on présentera dans un autre webinaire le projet de la centrale à Saint-Jacques sur le centre technique municipal. Et alors, pour la centrale sur Rennes, on n'est pas dans le même état d'avancement, donc on pourra faire une présentation un peu plus tard dans le temps quand les choses seront suffisamment abouties. Mais on est sur des schémas très, très similaires. Je vais me permettre. Oui. Je peux me permettre juste de t'interrompre, c'est pour pas corriger, mais compléter l'information. Donc, l'électricité est revendue sur le réseau, qui est un réseau géré par Enedis, mais qui est bien un réseau public et qui appartient bien aux collectivités, c'est-à-dire à nous tous. Donc, c'est important, c'est un réseau public. Donc, Enedis en est le gestionnaire, effectivement, mais c'est bien les communes qui sont propriétaires de leur réseau électrique. Et donc, c'est une forme de mutualisation aussi, de remettre cette électricité directement dans le réseau. Et pour compléter, pour répondre dans ce cas-là, je pense à la question qui était posée, 3 centrales, oui, toutes les 3 achetées par la même coopérative Sirène. Donc, quand on souscrit des actions de la coopérative, ça va permettre de financer l'ensemble des projets. Même si on veut qu'il y ait une cohérence entre les habitants qui veulent bien s'engager et là où il peut y avoir des endroits où on peut avoir des projets et produire de l'électricité. Mais c'est un peu décorrélé de toute façon. Et c'était nécessaire parce qu'un seul projet de cette taille-là, on n'arriverait pas à trouver l'équilibre économique pour exploiter une société, une SAS en l'occurrence.
mais c'est vrai pour les autres formes juridiques, hein. Il y a des coûts d'exploitation, des coûts de fonctionnement minimum qui sont incontournables, et les faire supporter par un seul projet de centrale au tarif où on peut vendre l'électricité, ça ne peut pas fonctionner. Donc on a besoin d'un effet de masse suffisant pour trouver un équilibre minimum. Et dans les projections qu'on a pu faire, avec 3 centrales 36 kW, on est sur ce minimum. Maintenant, plus on pourra poursuivre, aller mettre des centrales sur d'autres toitures, que ce soit à Laillé, à Bourg-Barré, à Saint-Grégoire ou n'importe où, plutôt sur le territoire géographique relativement proche. On ne va pas aller à l'autre bout de la Bretagne. Il y a d'ailleurs d'autres collectifs qui se mobilisent sur chacun de ces territoires. Mais on est tout à fait, on a très envie de pouvoir continuer l'aventure sur d'autres projets et inciter à développer cette transition énergétique et cette production d'énergie renouvelable de façon la plus répartie et la plus grande possible sur tout le territoire. Voilà pour les projets en vente totale. Et donc, on a également un autre projet qui est dans son fonctionnement un petit peu particulier et un peu plus innovant, parce que autant les projets en vente totale, on a d'autres exemples à Guipel, à Séné, à Étel, un peu partout en Bretagne, mais aussi dans le reste de la France. On a lancé par un collectif d'habitants des quartiers de Bréquigny et puis Francisco Ferrer, la Poterie, donc sur le sud, une partie sud de la ville de Rennes. Des habitants donc, ont eu envie de pouvoir s'impliquer dans la transition énergétique et en essayant de profiter de la réglementation qui s'est mise en place très récemment autour de l'autoconsommation collective. Et donc là, dans ce mécanisme, on ne va pas vendre, on va installer des centrales photovoltaïques en l'occurrence, comme on cherche à le faire à Laillé, Saint-Jacques et Rennes, mais cette fois-ci, on cherche à vendre l'électricité auprès des habitants qui sont dans un rayon suffisamment proche. Et dans ce cas-là, pour ces habitants-là, ces consommateurs-là, ils vont voir cette production comme si elle venait de leur propre toiture, de leur propre source de production. Et donc, cette production qui leur est affectée va leur être effacée de leur propre facture habituelle d'électricité. Et charge à la coopérative, à Cyrène, de facturer en direct cette production d'électricité. C'est ça le principe de l'autoconsommation collective. Et pour ça, on a pu profiter d'une réponse favorable à un appel à projet que la région avait lancé sur fond de subventions FEDER, donc de fonds européens. Et donc, grâce à cette réponse positive et cette subvention, on va pouvoir mettre le pied à l'étrier de réaliser 2 boucles d'autoconsommation collective, une sur le quartier Bréquigny et une sur le quartier Francisco Ferrer, Verne. Et donc, à chaque fois, ce sont des boucles où tous les participants, tous les lieux de production et tous les lieux de consommation, tous les habitants consommateurs qui sont prêts à s'engager, doivent être tous dans un rayon de 2 km maximum. C'est-à-dire que par rapport autour de chez soi, c'est le 1 km de rayon qu'on a tous connu récemment. Là, on va se l'appliquer sur la production et la consommation d'électricité. En fait, on crée un peu comme une AMAP de l'énergie. C'est-à-dire que en tant que consommateur, on va chercher à s'approvisionner en électricité auprès d'un producteur qui est vraiment proche au sens où il est à moins de 2 km de là où on habite.
Voilà le principe. Et donc après, il y a des aspects de déclinaison administrative où on doit, dans le vocabulaire, l'autoconso collective, désigner une personne morale organisatrice, donc qui va s'interfacer avec Enedis pour lui dire qui sont les consommateurs participants dans chaque boucle et qui sont les producteurs dans chaque boucle. Dans ce cas-là, Enedis va collecter les données ou de production ou de consommation et faire la répartition selon la quote-part de répartition que cette personne morale organisatrice aura transmise à Enedis. L'idée, c'est d'optimiser toute la production, de la faire consommer, alors virtuellement, administrativement, par les différents participants de ces boucles d'autoconso collective. Voilà. Mais là, pour plus de détails, je pense qu'on reviendra sur un webinaire prochainement. En février, on va programmer une date d'un autre webinaire sur ce projet Éclair. Merci Vincent. Et donc, on peut aussi parler des webcafés que vous animez sur le projet Éclair, où toute personne intéressée par l'autoconsommation collective peut aussi se connecter. Donc, des dates seront prochainement communiquées aussi sur le site d'énergie du Pays de Rennes, de façon à ce que vous puissiez vous connecter, où là, c'est sous la forme d'un café, parce que auparavant, ça se déroulait au café. On espère bientôt que ça se redéroulera au café. Et l'idée, c'est de pouvoir échanger, discuter, mieux comprendre et approfondir les questions au-delà d'une présentation un petit peu plus structurée. Il y avait d'autres questions, Patrice, peut-être, avant de conclure? Oui, il y avait 3 questions. Alors, il y en a une que je n'ai pas comprise, mais la question qui était posée, c'est ça va fonctionner comme un bail à construire. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un bail à construire. Donc, sinon, 2 autres questions qui concernaient d'une part le fait de savoir si on cherche d'autres toitures sur l'Allier, et une question concernant l'incitation faite par Rennes Métropole pour avoir de nouvelles toitures, pour inciter de nouvelles toitures à s'équiper. Voilà, trois petites questions. Alors, trouver d'autres toitures à l'Allier, mais aussi ailleurs que l'Allier, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et Alors, pour la notion de bail, en fait, techniquement, ce qu'on a signé, c'est une convention d'occupation temporaire. Alors, temporaire pour une durée de 20 ans quand même. Et donc, on occupe le toit du bien public que représente le point 21 pendant 20 ans. Et au bout de ces 20 ans, sauf si on fait un renouvellement, qui est tout à fait possible, et donc ce sera soumis à décision du propriétaire, mais sinon on restitue l'emplacement occupé au propriétaire. Alors, en fait, on a, pour préciser la réponse, on a plusieurs possibilités en fin de bail, comme on le disait tout à l'heure. Et une des possibilités, donc, c'est restituer la toiture en l'état. L'autre possibilité, c'est effectivement de renouveler le bail. Et une autre possibilité est effectivement d'agir en donnant le bien au propriétaire du toit, et pour qu'il puisse en continuer l'exploitation. Il pourrait, dans 20 ans, y avoir encore d'autres idées. Et comme par exemple, la centrale n'est pas donnée au propriétaire du toit, mais une autre entreprise décide de l'acquérir, il y a de multiples possibilités. Et aujourd'hui, ce qui est prévu dans le bail, c'est de négocier ce retour dans un délai. Alors, sur le bail de l'Allier, je ne sais plus exactement, mais il y a un délai à partir duquel, enfin avant la fin du bail, à partir duquel on commence les négociations sur la fin de bail. C'est 6 mois ou 1 an avant l'échéance. Voilà, c'est ça.
Et l'autre question, donc, c'était concernant le fait que le PLUI de Rennes Métropole incite ou non fortement de nouvelles toitures à s'équiper. Donc, est-ce que les collectivités nous poussent à aller dans ce sens? Peut-être, Michel, toi qui connais bien ces PLU, tu peux répondre? As-tu une réponse à apporter? Oui, alors effectivement, les PLUI peuvent être prescripteurs d'incitation, voire dans certains cas, comme c'est le cas dans certaines zones, celui de Rennes Métropole, je ne connais pas bien, mais d'obligation sur des bâtiments d'activité, par exemple, en fonction de la superficie du bâtiment, d'obliger en tout cas à l'utilisation d'énergie renouvelable sur une partie de la superficie. Donc il y a ce rôle prescripteur qui peut être induit. Il y a deux choses, c'est que effectivement le but c'est de favoriser, parce qu'il faut savoir aussi qu'on a des consommations d'énergie et d'électricité qui sont énormes, hein, sur un territoire. On a des surfaces de toiture qui sont très très importantes. Toutes les toitures euh, ne sont pas compatibles pour recevoir des centrales solaires photovoltaïques. Ça aussi, il faut savoir. Même sur les grandes toitures, hein, on ne pourra pas en mettre partout. Par contre, sur toutes les toitures où on peut en mettre, un habitant qui habite une ville dans la métropole, que ce soit à Rennes ou à d'autres villes un peu annexes ou sur le pays de Rennes en général, effectivement, le but, c'est d'essayer que s'il a la possibilité de mettre en propre sa centrale aujourd'hui, un habitant qui met une centrale de 3 kg, donc 3 kg watt crête, hein, c'est ce qui se faisait sur les centrales, c'est à peu près ce qui est le standard, hein, ça représente 16 panneaux. Aujourd'hui, à des coûts qui ont bien diminué par rapport à il y a quelques années, il y a un modèle économique. Donc derrière, en fait, vous préachetez, c'est un peu comme si vous préachetiez une certaine quantité d'électricité finalement. Il y a toute la question d'autoconsommation. Donc le but, c'est d'essayer de favoriser les habitants à quelque part investir eux-mêmes dans ces projets-là. Par contre, certains habitants habitent dans des collectifs où c'est pas possible de montrer une centrale, ou alors sont dans une précarité telle qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter une centrale et de la mettre. Donc, ces groupements citoyens tels qu'on les propose, tels qu'on les a mis en place, permettent aussi à une personne qui n'aurait, et cette personne, et c'est magnifique pour ça, à une personne qui n'aurait que 50 euros à mettre, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on essaie de descendre le prix départ suffisamment, de décider, moi je participe quand même au projet à la hauteur de mes moyens, c'est-à-dire 50 ou 100 euros, j'achète une part ou deux, et ça me permet de participer à un projet de production sur le territoire. Donc il faut vraiment voir les deux, comme les deux façons d'agir comme complémentaires. Mais nous, on ne s'insère pas évidemment dans les obligations du PLUI, puisque nous, en fait, là pour l'instant, c'est surtout à la demande des communes qu'on réagit. Si on nous propose des toitures intéressantes, on étudie la chose et on voit si effectivement c'est une possibilité envisageable et intéressante pour travailler sur cette toiture-là. Pour compléter la réponse, ça peut apparaître dans les règlements de ZAC, mais pas tant au niveau du PLUI. Ces obligations-là. Et puis c'est aussi l'évolution de la réglementation thermique qui fait qu'avec, même si c'est toujours pas finalisé, la RT 2020, en fait, avec l'apparition du concept de bâtiment à énergie positive, qui oblige en fait de fait à avoir des unités de production souvent photovoltaïques, quoi. Et pour compléter sur Rennes Métropole, à ma connaissance, le PCAET, ça y est, j'ai oublié quelques termes du Oui, c'est ça, oui. Le plan climat, air, énergie territoriale. Merci. Donc c'est une feuille de route qui impose sur le territoire de Rennes Métropole à ce que tous les nouveaux bâtiments soient PV ready, comme on le dit, c'est-à-dire et une structure qui soit en capacité à accueillir, à supporter le poids, par exemple, d'une centrale photovoltaïque, même si elle n'est pas tout de suite installée sur le bâtiment. Un certain nombre de règles qui vont plutôt dans le bon sens et en faveur d'un développement plus conséquent et rapide d'installations photovoltaïques vraiment de façon démultipliée. Et pour les habitants de l'Allier, il y a des aides en fait à apporter aux particuliers qui font l'effort d'installer une
une centrale photovoltaïque sur le toit de leur maison. Il y a des aides qui sont apportées en fonction de la surface couverte, de la production en fait visée. Merci beaucoup pour toutes ces précisions sur les installations photovoltaïques. Peut-être, Michel, on peut passer au slide de conclusion avant d'ouvrir vers d'autres questions. Ce que l'on voulait vous montrer en conclusion, c'est, eh bien, pour ceux qui ne le sont pas encore, comment devenir sociétaire. Et donc, un sociétaire de l'entreprise Sirène, c'est quelqu'un qui achète une action de la SAS, donc SAS à statut coopératif, comme on vous l'a expliqué, comme Vincent vous l'a expliqué. Et donc, pour concrétiser ça, Michel, tu nous as proposé un petit calcul en nous donnant un exemple de souscription qui pourrait être appelé parrainage d'un panneau photovoltaïque. Donc, parrainage d'un panneau photovoltaïque, ça signifie 500 €, donc ça correspond à l'achat de 10 actions. Et donc, Michel, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les calculs que tu as faits pour montrer bien l'impact de l'achat d'un panneau dans une centrale solaire? Donc effectivement, si vous achetez, ça peut être valable, même si vous achetez un panneau que vous le montiez chez vous sur votre toiture, par exemple, hein, mais ici, c'est dans le cas du projet collectif. Donc ce panneau produira, alors c'est des chiffres moyens, hein, je ne m'arrête pas au centime. Ce panneau produira effectivement sur 25 ans, si on considère la durée de vie totale, hein, du panneau, puisqu'on se base sur la garantie qui est donnée par le fabricant, et les retours d'expérience montrent qu'on est très très proche. Ce panneau produira donc entre 7000 et 7500 kWh sur 25 ans. Soit ça représentera sur la durée des 20 ans, quel tarif de rachat garanti, c'est un coût de 6,70 centimes d'euros le kilowattheure. Aujourd'hui, on est à un coût de ce qu'on achète l'électricité quand on est chez EDF comme fournisseur, on est à 18 centimes avec les taxes, soit 6,84 centimes d'euros sans les taxes. Donc on voit qu'en fait, aujourd'hui, on a une électricité via ce panneau qui est quelques dizaines de centimes, 10-15 centimes moins cher que ce que déjà on l'achète aujourd'hui. En sachant que si on considère une augmentation du prix de l'électricité, vous avez dû l'entendre probablement aujourd'hui, puisque je crois que cette augmentation elle est prévue dans une semaine, la semaine prochaine ou vraiment ou dans 15 jours. Donc on aura une augmentation encore de 1,5%. Là, pour l'instant, on a augmenté le prix de l'électricité en 10 ans de 50%. Donc, on était à peu près à 5% d'augmentation par an, en moyenne, hein, sur les 10 ans. Donc, l'achat d'un panneau aujourd'hui, là, c'est comme si on achetait, ce que je vous disais tout à l'heure, une électricité à un prix garanti, au moins pour les 20 ans qui viennent, puisque l'augmentation, nous, on ne la prendra pas par rapport à ça. Donc, c'est effectivement l'avantage des panneaux solaires qui peuvent être mis seuls. Ici, c'est pour vous montrer en fait l'intérêt et le modèle économique est tout à fait compatible avec ce que vous achetez votre électricité aujourd'hui, en sachant qu'effectivement, vous la payez 18 centimes, mais que malheureusement, dans ces 18 centimes, vous payez énormément de taxes diverses et variées, puisqu'il y en a plusieurs. Mais le prix de la fourniture de la matière, c'est bien un montant de 6,84. Voilà, c'était pour vous montrer, et c'est ce qui est proposé, un parrainage d'un panneau, donc qui pourra être identifié, c'est-à-dire qu'effectivement, à l'achat de 10 actions par un sociétaire, ça peut permettre d'identifier un panneau, et on va étudier la possibilité de voir la possibilité d'écrire le nom de la personne sur le panneau, effectivement, et puis avec un panneau qui reprend en bas, quoi, qui permet d'être lisible par tous, ça permet de faire un parrainage d'un des panneaux qui sont des panneaux de 330 watts crête. On mettra le nom sur la tranche, hein, plutôt, pas au marqueur sur le. Non, pas au marqueur, pas pour diminuer sa production, non, bien sûr. Vous avez bien compris, c'est une représentation virtuelle du financement d'un panneau, puisqu'il s'agit bien de prendre des parts dans la société coopérative. Et par ailleurs, comme le disait Vincent,
un système, un modèle économique de production d'énergie photovoltaïque est solide et rentable si on peut produire avec plusieurs centrales. Aujourd'hui, c'est le calcul qui a été fait par beaucoup de coopératives sur le réseau des associations et coopératives d'énergie renouvelable breton qui s'appelle Taranis. Ce réseau fédérateur nous permet d'avoir beaucoup d'échanges avec d'autres associations et d'autres coopératives et bien pour avoir un modèle économique qui permette d'assumer les frais de comptabilité, les différents frais d'études qui arrivent en début de projet, mais aussi pouvoir assumer des frais de démantèlement et surtout pour pouvoir démultiplier les projets de façon plus simple et plus capitalisante sur les savoir-faire. C'est le collectif qui est important et donc c'est pour ça qu'on vous propose de pouvoir utiliser le vecteur Sirène pour déployer les centrales solaires. Alors l'entreprise Sirène, là, a des projets sur des toits de collectivités. C'est aussi possible de le faire sur des toits privés. Et c'est aussi possible de devenir sociétaire, même si on n'a pas un toit qui peut accueillir une centrale photovoltaïque. C'est un peu tout l'intérêt d'agir collectivement. Ce collectif, on le veut local. Donc, il y a des membres de la commune de l'Aillé dans notre association et dans l'entreprise, et c'est très important. Et pour nous, c'est important que les gens de l'Aillé rejoignent le projet et y adhèrent parce que c'est sur la commune de l'Aillé que cette centrale sera construite. Et de la même façon, jeudi, nous allons faire un webinar de présentation du projet à Saint-Jacques. Donc, pour que les Jacques-Hollandins, je pense que je l'ai bien dit, puissent aussi nous rejoindre. On arrive au bout de l'heure qui était prévue, mais peut-être si certains d'entre vous ont cette envie d'activer le micro pour poser une question, c'est possible. Je ne vois pas de micro qui s'active. Si, moi j'ai une question. Oui. Question intéressée, puisque je participe aussi à une association sur la Côte d'Émeraude. Pourquoi ne pas avoir rejoint des groupements comme Centrale Villageoise ou Kerouat? Ça a été un grand débat aussi dans l'association. Alors, Michel, qui a pu aussi expliquer quelques petites choses ce soir, a beaucoup contribué à Kerouat. Moi, au début aussi, j'ai beaucoup participé aux premières émergences, aux premières discussions de Kerouat. Il s'avère que sur Rennes, nous avions déjà beaucoup de projets en visibilité et que notre crainte était qu'on devienne un pôle très fort dans Kerouat, très pesant, et que donc il y ait moins la place pour des projets plus unitaires qui étaient déjà visés par Kerouat. Et alors, Michel, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais pour moi, Kerouat, il est important que ça puisse donner vraiment aussi une place importante à chaque projet et que ça puisse contribuer à porter des projets qui seraient trop isolés. C'est-à-dire que sur Rennes, on a la possibilité de faire des développements de centrales photovoltaïques avec des nombres qui permettent d'avoir une rentabilité d'entreprise. Ce n'est pas forcément le cas partout et donc Kerouat est un bon vecteur quand on n'a pas ce collectif qui permette d'être rentable. Je pense particulièrement à une centrale qui avait été vue au début des projets Kerouat et qui était à Belle-Île-en-Mer et qui était une 9 kW. Une centrale 9 kW, c'est pas suffisant pour maintenir une entreprise, en fait, ça, compte tenu des frais et des impositions et des frais fixes, en fait, de l'entreprise. Donc voilà, ça a été un premier argument. Et puis la deuxième chose, c'est que comme on était un groupe suffisamment important, qu'on avait déjà beaucoup de collectifs autour de nous, et bien ça nous permettait, alors c'est vrai que ça a été beaucoup moins vrai cette année,
mais de beaucoup nous retrouver en présentiel, alors que sur Kerouat, comme c'était sur toute la Bretagne, c'est vrai que le lien était un peu plus compliqué à créer, il ne se passait qu'au téléphone et en journée. Donc c'est vrai que on retrouvait moins le côté local. Voilà. Donc en accord avec toutes les personnes investies sur Kerouat, et on n'était pas les seuls d'ailleurs à avoir fait ce choix. On a choisi de créer une société à part. Je pourrais rajouter que le but de Kerouat, enfin d'abord tous ces projets ne sont pas en concurrence pour moi, hein. Enfin, je participe effectivement à Kerouat Oui. depuis sa création, et même un peu avant pour le montage. Ces projets sont absolument pas en concurrence, il y a de la place pour tout le monde. Kerouat, il est né d'une idée quand on travaillait au sein de Taranis et avec la région Bretagne à l'époque, il est né d'une idée on était contacté par des collectifs de 2-3 citoyens qui avaient des idées pour pouvoir mettre, et qui étaient élus ou pas d'ailleurs, hein, mais qui étaient trop faibles en nombre pour constituer un groupe. Le premier groupe associatif qui va créer, donc qui va être un peu le précurseur de la société de projet qui va venir derrière. Et donc, on trouvait ça dommage parce qu'il y avait des bonnes volontés, mais ils étaient dans des plus petites communes et ils étaient peu nombreux et ils arrivaient peu à mobiliser. Et comme le disait Gaëla, des petits projets à 9 kilos, aujourd'hui, on n'a plus un modèle économique. Si vous le faites en tant que particulier, c'est un peu ça d'ailleurs qui est un peu paradoxal, c'est que si un projet de 9 kilos, vous le faites aujourd'hui, vous, en tant que particulier, vous avez une rentabilité, mais vous vous mettez en collectif, vous ne l'avez plus parce que vous avez des frais de société que vous n'avez pas quand vous êtes un particulier. Et ça met par terre le modèle économique. Donc, on s'était dit au niveau de Kerouat, comment faire pour mutualiser, pour pouvoir effectivement aussi que tous ces petits projets, et il commençait à y en avoir, il y avait celui de Belle-Île, mais il y en a eu pas mal qui ont gravité autour de Taranis. Il y en a où finalement les gens ont laissé tomber, il y en a d'autres qui sondaient depuis. C'était comment on peut créer un système pour développer tous ces petits projets plutôt dans les coins un peu partout en Bretagne. Alors que effectivement, la Sirène, il y avait déjà un groupe constitué. On n'était pas du tout dans la même dynamique puisque au fait, au Pays de Rennes, il y a quand même un potentiel de souscripteurs potentiels. En tout cas, il y a un nombre de potentiels souscripteurs qui est quand même suffisamment important. Donc, ne considérant pas qu'on était en concurrence, il nous semblait assez logique de pouvoir nous continuer un projet qui soit terriblement local, puisque effectivement, Sirène, on peut aller voir les centrales, on est juste à côté. C'est vrai que Kerouat, c'est un peu plus problématique. Kerouat, aujourd'hui, travaille sur quatre lieux. Il y a Pont-l'Abbé. Déjà, pour la Pont-l'Abbé, on n'est pas du tout dans la même distance. Il y a Lannion, il y a Dol de Bretagne et il y a Sainte-Marie de Redon. Vous voyez que après, et Kerouat, en fait, chaque projet est géré par les associations en local, et en fait, il y a la société Kerouat qui, elle, va mutualiser, faire les investissements, mais la gouvernance, c'est une gouvernance partagée et qui est surtout locale par les associations. Donc voilà, on est dans un modèle un peu différent. Les centrales villageoises, c'est encore un autre modèle, hein, qui vient d'ailleurs plutôt de Rhône-Alpes et puis qui a été exporté, je vais dire, dans différentes régions de France, qui est encore un autre modèle et que moi j'estime absolument pas en concurrence. Plus on sera de structures à porter ce type de projet, plus la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables et la sensibilisation aux économies d'énergie, puisque c'est aussi notre rôle pédagogique, hein, de travailler aussi sur la sensibilisation à la sobriété, plus ça montera en puissance. On est aussi en lien avec d'autres associations et d'autres entreprises locales, et en particulier avec les Survoltés qui sont au nord de Rennes et qui déploient des centrales solaires. Alors, ils ont fait ou ils vont faire un webinaire sur une centrale à Melesse qu'ils voudraient développer à Melesse. Donc, on est vraiment aussi en bordure de Rennes. Et l'intérêt d'avoir, lorsqu'on a suffisamment de demandes pour y travailler, d'avoir aussi des groupes locaux, eh ben, c'est que ça nous permet aussi de nous voir. Et d'ailleurs, on vous propose une petite participation, c'est qu'on va bientôt mettre un panneau devant le point 21 pour indiquer qu'il va y avoir des travaux sur le point 21. Donc ça, c'est le panneau légal de travaux. Et ce qu'on vous propose, c'est d'aller vous prendre en photo devant le panneau avec un journal du jour
ce qui nous permet de dater la photo et on relaiera sur les réseaux sociaux. Et cette communication nous permettra de bien montrer que la centrale va avoir lieu. Et puis, c'est aussi une façon de prouver qu'on a bien fait la communication légale devant la centrale. On proposera la même chose devant la centrale de Saint-Jacques. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Oui, j'ai une question. Henri, j'ai une question de savoir si aujourd'hui vous avez atteint la cible pour lancer le projet ou avec en visée les 3 projets ou vous cherchez à mobiliser encore et donc dans cet affichage, est-ce qu'il faut participer ou proposer des idées pour augmenter la communication autour de l'événement? Oui, il faut proposer des idées. Oui, on est volontaire pour avoir d'autres financements. Un des objectifs fondateurs d'Énergie du Pays de Rennes, c'est d'accompagner vers la transition énergétique du territoire, d'être participant. Et donc, même si aujourd'hui Sirène a des fonds propres, il est important qu'à chaque centrale lancée, on soit en mesure de dire qu'on a pu faire les souscriptions qui correspondent à la centrale. Et par ailleurs, ce que l'on souhaite aussi, c'est que si on lance une centrale sur l'Allier, on ait réussi à mobiliser des financements équivalents sur l'Allier, même si tout ça participe de la même entreprise. Donc oui, je pense qu'il faut communiquer. Oui, c'est important d'en parler à toutes les personnes de l'Allier parce que c'est aussi important qu'un citoyen qui souhaite s'investir et investir sur sa commune en local puisse le faire. Je veux juste poser la question pour avoir fait déjà des montages de financement participatif. Il n'y a pas de risque juridique sur l'incitation à l'investissement sur les marchés financiers, puisque ce n'est pas un marché financier, mais... Non, c'est assez, effectivement, c'est assez réglementé. Mais non, on est, et là, grâce aussi aux recherches de la part du réseau régional Taranis, on a sur le site d'Énergie du Pays de Rennes une description du projet où on avertit déjà des risques, notamment risques de perte en capital. On ne peut pas garantir quand on souscrit des actions qu'on peut à coup sûr récupérer le montant qu'on apporte. En revanche, on est engagé à hauteur du montant qu'on apporte et rien de plus, ça c'est sûr. Et jusqu'à 8 millions d'euros d'appel à la souscription, on est tranquille. D'accord. Je pense qu'on sera un peu en dessous, en fait, des 8 millions. On aura le temps de freiner avant, c'est ça? C'est ça. Je pense qu'on ne les a pas encore. Pour aller dans ce sens-là, je pense qu'il faut vraiment qu'on profite de cette incitation-là pour élargir au maximum la publicité et pour faire en sorte qu'il y ait un maximum d'habitants qui participent. Ça, c'est clair. Après, il faut souvent répéter de façon différente pour réussir à toucher les personnes. Alors, ce qui risque de se passer aussi, pour répondre à la question de Henri, je crois, qui était juste avant, c'est que le projet, il est prêt à partir. Hein. Donc, les documents, enfin, l'autorisation d'urbanisme a été accordée. La demande de raccordement auprès d'Enedis est en cours. Les devis ont été sélectionnés par le conseil de gestion de la Sirène. Donc, le coût, il est prêt à partir. C'est un chantier pour mars, c'est ça? Je n'ai pas la date, j'ai pas vu. Je suis pas dans le conseil de gestion de la Sirène, donc ça c'est Vincent qui pourra nous le dire après. Par contre, éventuellement, ce qu'il y a aussi comme mobilisation qui peut se passer, c'est que bon, des fonds propres, on en a, même si on passe un peu plus d'emprunts au départ, c'est qu'en cours, dès que le projet va commencer à sortir, il faut continuer. Même s'il y a des gens de l'Allier qui rentrent alors que la centrale vient de commencer à produire, ils auront participé, étant donné que tout cet argent participe au pot commun, mais on aura mobilisé des habitants de l'Allier, même si on ne les mobilise pas avant. D'autant plus que pour la Sirène, c'est Saint-Jacques et l'Allier, enfin l'Allier et Saint-Jacques sont les 2 premiers projets qui vont partir en même temps. Voilà, c'est important que ces 2 premiers projets partent absolument hein, pour maintenir la dynamique de la société. Et même s'il y a des habitants qui, 1 mois ou 2 après, décident d'investir dedans,
virtuellement, ce sera de l'argent effectivement pour la centrale de l'Aillé, même si c'est mis au pot commun et que voilà, après on va pas tracer l'euro ou le centime près, quoi. Et par ailleurs, ça permettra aussi d'avoir toujours justement cette latitude de pouvoir dire quand la centrale est prête à démarrer en installation, on y va et on n'est pas dans l'attente immédiate des financements. On a suffisamment de capital dans l'entreprise Sirène pour pouvoir démarrer parce qu'il a pu être observé que c'est avec le début des travaux aussi que l'intérêt pour ces centrales se fait jour. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on récolte aussi beaucoup de financement. Il peut être intéressant d'ailleurs d'organiser, soit pendant la phase travaux, voir si c'est possible, mais bon, qui ne durera peut-être pas très très longtemps, c'est d'organiser une visite à destination des habitants sur place pour leur présenter, parce que du coup, on leur montre quelque chose qui existe, qui est palpable, voilà, qui est en train d'être installé. Et à ce moment-là, refaire la même chose et de voir s'il n'y a pas des personnes qui, à ce moment-là, désirent souscrire. C'est toujours Tout à possible fait. de le faire à ce moment-là. Et en Tout même à temps, fait. voilà, on présente la centrale, on montre la politique qui est montée, qui est menée sur ce territoire, dans cette commune-là, sur ce bâtiment-là. C'est palpable, on voit les panneaux qui sont en train d'être installés. Et après, voilà, ça, je crois que c'est une idée intéressante que je vais essayer, moi personnellement, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis de l'Aillé, j'habite à l'Aillé. Donc voilà, c'est d'organiser ça sur le territoire pour essayer d'avoir cette visite organisée à un moment donné en coordination avec l'installateur. Que c'est bien, effectivement. Oui. Effectivement, ouais, c'est chouette ça. Et alors effectivement, l'installation, de ce que j'ai compris, ça prend très peu de temps. Donc il faut pouvoir viser. Mais ce serait chouette de pouvoir organiser une visite au moment où le chantier est en cours. Donc ça, oui, tout à fait d'accord. Et je suis persuadé effectivement que ça peut donner envie de mettre ou remettre au pot en souscrivant à Sirène à cette occasion. Eh bien, Henri, je vois que tu es prêt à tenir un stand devant le point 21. Ça, c'est une super bonne idée, effectivement. Pouvoir être présent pendant le chantier, mais je trouve vraiment sincèrement l'idée très, très intéressante. Alors, peut-être que c'est juste devant le point 21, peut-être aussi que ça peut être des rendez-vous qui soient donnés aux gens de l'Aillé. En parallèle des visites dont tu parlais, Michel, hein, pourquoi pas un rendez-vous, un stand. Effectivement, c'est une très bonne idée. Et, et, et donc, je trouve que, alors, c'est une bonne façon de terminer parce il est 21h45 et je crois qu'il va être temps d'arrêter ce webinaire. Je vous rappelle qu'on a un autre webinaire jeudi prochain sur l'installation de Saint-Jacques qui peut aussi tout à fait vous intéresser même si vous êtes de l'Aillé parce que c'est la même entreprise que vous allez avoir un peu plus de détails sur un deuxième projet et puis on vous recommuniquera aussi des dates sur des webinaires autour du projet Éclair, projet d'autoconsommation collective. Et je pense qu'on vous parlera aussi très prochainement de quelques projets que nous avons pour justement parler d'économie d'énergie et de consommation responsable. Ça, c'est l'activité d'énergie du Pays de Rennes sur les communications de transition énergétique. On peut se dire bonsoir peut-être, voilà. Et puis à une prochaine conférence. Et Henri, on retient, j'espère que vous nous avez laissé vos coordonnées dans le fichier qui était disponible sur le site. Et sinon, il y a la boîte contact. N'oubliez surtout pas de nous laisser vos coordonnées. On pourra ainsi vous recontacter. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Et bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci.